Même si la direction savait que les usines avaient des problèmes, on les laissait fonctionner. Les consommateurs se plaignaient que leur bébé s'étouffait avec les biscuits. 55 enfants sont tombés gravement malades et 2 enfants sont morts. Les autorités françaises ont essayé de couvrir l'affaire. Cette connivence entre les autorités et Nestlé, c'est bien plus large. Depuis 2014, j'essaie d'alerter les autorités françaises. L'hygiène dans cette usine était vraiment déplorable. Des produits qui traînaient par terre. Pourquoi on refuse de m'entendre? Parce qu'ils savent qu'il y a de la corruption au sein de Nestlé et ils ne veulent pas corriger. Tout ce qui compte, c'est la performance financière. Bonjour Madame Montargémy. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes experte en sécurité des aliments, l'ancienne directrice de la sécurité des aliments chez Nestlé et vous êtes aujourd'hui reconnue comme une lanceuse d'alerte. Votre combat pour la transparence et la sécurité dans l'industrie agroalimentaire vous a valu de lourdes représailles mais également des prix prestigieux. Vous venez de publier Ce que l'empire Nestlé vous cache, un livre choc qui lève le voile sur des pratiques inquiétantes de l'un des acteurs les plus importants de l'industrie agroalimentaire de la planète, Nestlé. Pendant plusieurs années, vous avez alerté votre hiérarchie sur des failles graves dans la gestion de la sécurité des aliments chez Nestlé, des failles qui ont résulté en divers incidents à travers le monde. Peut-être que dans un premier temps, vous pourriez nous donner un petit aperçu des différents manquements que vous avez relevé, voilà, vous avez tiré la sonnette d'alarme, on vous a pas écouté. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en lumière pendant toutes ces années? Quels sont les manquements auxquels vous avez fait face? Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour me recevoir. Avant que je puisse expliquer les manquements, je dois expliquer comment la sécurité des aliments se gère au niveau d'une multinationale. Ça se gère à différents niveaux. Il y a la direction de l'entreprise qui doit qui doit donner les ressources, et qui doit décider de la structure, et puis qui met la culture de l'entreprise à travers ses politiques et ses directives. Puis il y a la direction technique qui donne les instructions, qui décide des méthodes qui doivent être appliquées et les critères pour que les usines fonctionnent. Et puis après, il y a les usines qui doivent appliquer les directives et ces instructions. Alors, il y avait des manquements à tous les niveaux. Au niveau des usines, la gestion de la sécurité des aliments, ça se base sur 3 éléments. Un premier élément, c'est l'hygiène de base, c'est l'hygiène du personnel, l'hygiène des locaux, le concept des équipements, pour que les équipements soient conçus de façon hygiénique pour minimiser les risques. Donc, il y a différentes considérations sur les questions d'hygiène. Et après, à part ça, il y a aussi un système de gestion de risque qu'il faut appliquer. C'est-à-dire, on doit identifier quels sont les risques avec les matières premières et les traitements et les transformations, et surveiller que ces risques sont bien maîtrisés. Et puis, il y a un troisième élément dans la gestion de la sécurité des aliments au niveau des usines, c'est les vérifications pour s'assurer que ces 2 systèmes, l'hygiène de base et la gestion des risques, fonctionnent. Alors, ces vérifications se font par les audits, par les plaintes des consommateurs, par les tests du produit fini ou de la matière première. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y avait des problèmes à tous les niveaux. Il y avait des problèmes au niveau de l'hygiène de base, et ça, c'était déjà connu avant que je vienne chez Nestlé. Le directeur adjoint revenait des usines et il avait une longue liste de défaillances dans l'hygiène de base. Quand moi je suis arrivée, je me suis focalisée sur la gestion des risques. C'est un élément essentiel pour la gestion de la sécurité des aliments. Et là, j'ai vu qu'il y avait un manque de compétences dans la compréhension de systèmes de gestion des risques qui était conçu dans les années 90 et qui était une exigence réglementaire.
Alors je remarquais que les usines ne savaient pas très bien comment identifier les risques avec les matières premières ou les surveiller. Et puis après, il y avait aussi les vérifications, c'est-à-dire par exemple les plaintes des consommateurs qui n'étaient pas toujours considérées. Et là, dans le livre, je raconte une histoire où les consommateurs se plaignaient que leur bébé s'étouffait avec les biscuits pour bébé, oui, et que le directeur de qualité de Nestlé France il s'en foutait totalement et qu'il avait continué à laisser le produit sur le marché sans apporter les modifications nécessaires. Oui. Et les parents se plaignaient. Et lui, il avait ignoré les plaintes des consommateurs. Ça c'est très grave. Oui. C'est-à-dire que non seulement on avait échoué dans la prévention, c'est-à-dire de concevoir un produit qui soit sûr, oui, mais c'est que même quand les consommateurs se plaignaient, ils s'en foutaient. Ceci, c'est une violation délibérée. Après, il y avait des défaillances aussi au niveau de la direction. Ceci, on ne donnait pas assez de ressources, donc pas mal de problèmes qu'on voyait dans les usines, c'était parce que le personnel soit n'avait pas l'expertise, soit n'avait pas les ressources, l'usine était sous-effectif, n'avait pas le personnel nécessaire, donc soit le travail était bâclé, soit ils n'arrivaient pas à faire le travail, soit ils court-circuitaient le travail, soit ils avaient mal compris. Donc il y avait toutes sortes de problèmes au niveau des usines, mais qui vient la source de ces problèmes, c'était des manquements au niveau de la direction qui comprenaient pas les défis de la gestion de la sécurité des aliments. Donc en fait, même après des alertes internes concernant des risques de contamination, des risques d'étouffement pour les bébés, on voit qu'il n'y a rien qui est fait. Vous parlez également de certaines usines qui ont continué leur production, notamment dans l'affaire des pizzas à Buitoni, très connue, qui étaient contaminées par la bactérie E. coli. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette affaire des pizzas à Buitoni? Oui, peut-être je dois expliquer d'abord que les usines devaient se conformer à un certain nombre de critères et pour qu'on puisse avoir une assurance de la sécurité des produits. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'assurance dans la sécurité des produits ne vient pas avec l'analyse du produit fini, mais cette assurance, elle vient avec tous ces systèmes qu'on met pour que le produit soit sûr. Et donc, les usines doivent se conformer à un certain nombre de critères. Je voyais déjà que certaines usines, comme je viens de le dire, n'étaient pas à la hauteur et n'étaient pas conformes à tous ces critères. Néanmoins, même si la direction savait que les usines avaient des problèmes, on les laissait fonctionner. Et je me rappelle une fois, nous étions dans une réunion de la direction et il y a eu un rapport d'audit qui rapportait que une certaine usine n'avait pas le minimum pour gérer la sécurité des aliments. Et mon directeur, il nous a demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Moi, si c'était à ma décision, j'aurais dit qu'il faut arrêter l'usine tout de suite et aller résoudre les problèmes. Mais je savais que ce serait pas bienvenu, cette proposition. Alors j'ai dit, il faut envoyer une équipe dans l'usine pour voir quels sont leurs problèmes et les aider à se mettre à jour. Et le directeur, il a dit non, c'est pas comme ça qu'on doit gérer. On doit demander aux usines de mieux se préparer pour les audits. Ce qui est fou, c'est que selon ma vision, une usine va être conforme à la sécurité des aliments. Avec ou sans audit.
toujours, en toutes à tout circonstances. instant. Ouais. Et lui, il demandait qu'il se conforme, qu'il se prépare pour les audits. Et qu'est-ce que ça veut dire? Masquer les manquements, masquer les défauts? C'est-à-dire, oui, mettez-vous à jour pour l'audit, mais après, qu'est-ce qui se passe après? On s'en fout. Et ça, c'était quelque chose qui m'a choquée, et c'est là où j'ai proposé à la direction de Nestlé qu'il faut séparer les audits de la gestion de la sécurité des aliments, parce que ça se fait pas comme il faut. Mais pour revenir à l'usine de Buitoni, justement, à l'usine de Caudry, ça s'appelait l'usine de Caudry qui produisait les pizzas pour Nestlé Buitoni. Déjà, bon, j'étais plus chez Nestlé à cette époque, mais j'ai appris par les médias que une année avant qu'il y ait une intoxication alimentaire avec les pizzas, un employé avait publié des photos qui montraient que l'hygiène dans cette usine était vraiment déplorable. C'était vraiment honteux. La situation était honteuse. Vous avez des exemples quand on parle d'hygiène déplorable? Qu'est-ce que c'est concrètement? Il y avait des produits qui étaient par terre, des produits qui traînaient par terre. Cette toxi-infection alimentaire, pour être plus correct dans les termes, a été causée par une bactérie qui s'appelle Escherichia coli entérohémorragique, parce que pas toutes les bactéries Escherichia coli sont dangereuses. C'est cette spécimen qui est dangereuse, particulièrement dangereuse pour les enfants, et même à petite dose. Il y a 56 personnes, dont 55 enfants, sont tombés gravement malades. Et 2 enfants sont morts. Mais certainement, il y en a eu beaucoup plus, parce que ça, ce sont les cas où les enfants ont été hospitalisés. Il y a peut-être des cas où les gens sont tombés malades sans être hospitalisés. Et le lien n'a pas forcément été fait avec les pizzas. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont morts suite à la consommation, mais on n'a pas fait le lien. Certainement beaucoup plus sont tombés malades avec les pizzas Buitoni. Et selon Nestlé elle-même, elles disent que c'est la farine qui était contaminée. D'accord. Alors, le problème avec cette toxi-infection alimentaire, c'est que c'est la deuxième fois que Nestlé a un incident avec cette bactérie dangereuse. Et la première fois, c'était aux États-Unis en 2009. Avec un produit qui s'appelle Cookie Dough. Ce sont des pâtes de biscuits que les consommateurs avaient mangé crues. Et là aussi, c'était à cause de la farine, selon Nestlé elle-même. Et suite à ce premier incident, Nestlé a décidé de traiter thermiquement la farine pour tuer toute éventuelle présence de bactéries. Le problème, c'est que elle ne l'a pas fait dans le cas de pizza en France. Donc ça, c'est une négligence. Ils savaient, d'après leur premier incident, et même d'après la littérature, qu'il peut y avoir des bactéries comme Escherichia coli ou Salmonelle ou autres dans la farine, et qu'il fallait traiter pour assurer la sécurité de la matière première. Alors, en défense de Nestlé, on pourrait dire que ils ont probablement pensé que les pizzas vont être cuites et que toute présence de bactéries va être détruite par la cuisson. Oui. Au niveau des consommateurs. Si telle a été leur pensée, il fallait qu'elles communiquent clairement aux consommateurs que cette cuisson est importante pour la sécurité des produits. L'étiquetage et la communication des risques auraient été très importantes dans ce cas-là.
Surtout qu'il s'agissait d'une pizza qui était surgelée et que donc ils étaient gardés à probablement moins 18 ou peut-être encore moins, une température moins basse, et qu'il fallait monter à plus 70 pour assurer la sécurité des produits, et ça dans toutes les parties. Alors avec les fours qui peuvent être un peu différents, la recette qui peut être aussi différente, le temps température qu'il faut cuire pour arriver à plus 70 peut être différente. C'est assez difficile pour assurer ça au niveau des consommateurs. Donc il valait mieux de traiter la farine thermiquement. Et je considère ça, c'est une négligence de nouveau de la part de Nestlé, à part que l'hygiène de base aussi était défaillante. Et selon les médias, les employés rapportaient à leur direction qu'il y avait des problèmes d'hygiène et que surtout ils n'arrivaient pas à nettoyer les chaînes de production après 8 heures de travail. Ils pouvaient pas faire ce travail. Ça, c'est ce que les médias ont enquêté. Et la direction n'a pas donné suite. Pour moi, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'après 3 ans, il n'y a pas un rapport d'enquête sur cet incident. Donc il y a, je peux dire qu'il y a une défaillance en chaîne. La prévention chez Nestlé, la défaillance au niveau des auditeurs internes chez Nestlé ou les auditeurs externes, parce que les distributeurs ou les organes de certification, ils viennent aussi auditer les usines de Nestlé. Vous dites qu'il n'y a pas eu de rapport d'enquête, mais il y a eu quand même une prise en compte de la situation et des conséquences qu'il y a eu sur le consommateur suite à ces scandales. Aujourd'hui, on peut consommer une pizza Buitoni en toute sécurité, ou bien il y a encore des risques que la bactérie, on la rencontre dans la consommation? Ça, je ne sais pas. Ça dépend si Nestlé a tiré les leçons. Si aujourd'hui Nestlé traite la farine thermiquement et Nestlé ne communique pas sur ce qu'ils ont fait et les autorités ne communiquent pas non plus ce qu'ils ont donné d'ordre. Il n'y a pas eu de suite, vous savez, et c'est ça qui ce qui me désole, c'est que il n'y a pas un rapport d'enquête et des recommandations, surtout pour les autres fabricants, parce que à mon avis, quand une entreprise comme Nestlé a un incident, il doit y avoir une enquête et cette enquête doit remonter jusqu'au niveau de la direction. Pas juste dire, ah oui, on a trouvé des bactéries, maintenant on retire le produit, et puis c'est fini. Non. Savoir pourquoi, pour quelle raison, il n'y a pas eu de traitement thermique. Pourquoi il y a une négligence? Et puis après, de faire un rapport d'enquête et de communiquer ce rapport d'enquête à tout le secteur alimentaire pour que d'autres entreprises n'aient pas le même problème. On reviendra après sur la gestion des autorités et leur rôle dans tous ces scandales, mais avant ça, j'aimerais peut-être revenir sur le traitement des eaux. Nestlé est également soupçonné d'avoir eu recours à des traitements illégaux pour purifier ses eaux. Fin janvier 2024, le groupe a reconnu avoir recouru à des systèmes de désinfection interdits, lampes UV, charbon actif, pour maintenir la sécurité de ses eaux en France. Est-ce que vous saviez que Nestlé Waters commettait des fraudes? Est-ce que vous avez un regard sur cette affaire qui a récemment fait scandale? Alors, peu de temps après que j'ai pris mes fonctions chez Nestlé, Nestlé a été restructuré et ils ont créé des business comme Nestlé Water, Nestlé Pet Food, Nestlé Nutrition. Et je n'avais pas de responsabilité directe sur Nestlé Water. Surtout que j'étais au niveau de la direction et mon travail c'était de donner les directives horizontales
Et puis, chaque business gérait lui-même ses opérations. Donc, s'il y avait fraude à mon époque, ça n'a pas été remonté à mon niveau. Donc, je ne savais pas qu'il y avait une telle fraude. Seulement que suite au fait que on avait fait une enquête bidon falsifiée pour mon harcèlement et que on n'avait pas donné suite à mes alertes internes et que je voyais souvent des mensonges au sein de Nestlé et que plus tard je découvre qu'il y a eu aussi fraude au Cameroun. Je m'attendais qu'il y ait des cas de violation et de fraude. J'étais pas étonnée, mais je l'ai appris par la suite avec les autres consommateurs. Alors, si je regarde l'affaire de Nestlé Water avec recul que j'ai, je vois trois choses. C'est que premièrement, il y a eu manque de transparence. Ils ont eu des problèmes et si j'étais chez Nestlé, je leur ai recommandé de rapporter aux autorités, comme je l'ai fait dans d'autres cas avec les produits pour enfants, et de décider avec les autorités ce qu'il fallait faire et d'être transparent avec les pratiques. Et le fait qu'on n'a pas été transparent, ça a résulté que cette opacité a fait qu'il y a eu une fraude. C'est-à-dire, on a eu une action illégale et on n'a pas communiqué aux consommateurs. Ça, c'était une fraude. Mais après, il y a aussi un aspect, la salubrité de ces eaux, la sécurité de ces eaux. Parce que Nestlé dit qu'on a fait ces traitements pour assurer la sécurité des eaux. Alors, j'ai entendu dire le rapporteur de l'enquête sénatoriale qu'il n'y a pas un problème de sécurité. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de sécurité. Mais je suis pas de cet avis-là. Je peux pas dire que les eaux étaient insalubres ou que les gens sont tombés malades parce qu'on n'a pas des preuves pour ceci. Mais l'absence de preuves, ce n'est pas une preuve d'absence. Pour être sûr que les produits étaient vraiment salubres, il faut que Nestlé montre des preuves que les traitements qu'ils ont appliqués étaient efficaces et qui étaient sous contrôle tout le temps. Or, à 2 reprises, nous avons les preuves, c'est Nestlé elle-même qui le dit, que des bouteilles de Perrier ont dû être retirées à un moment donné, apparemment 3 millions, un autre 300 000, à cause de contamination. Donc, les traitements n'étaient pas tout le temps sous contrôle. Donc, est-ce qu'il y a eu d'autres occasions? Peut-être qu'ils n'ont pas remarqué que les bouteilles ont été mises sur le marché. On ne sait pas. Alors, je pense que sur la question de sécurité des aliments, on est dans le flou. On n'a pas les preuves de la sécurité, mais on n'a pas les preuves que les gens sont tombés malades non plus. Un autre aspect qui me gêne aussi, c'est que il y a eu une enquête sénatoriale, mais qui s'est focalisée surtout sur l'aspect politique. Mais il n'y a pas eu une enquête, à ma connaissance, sur l'aspect technique et scientifique, c'est-à-dire pourquoi les inspecteurs n'ont pas vu ces traitements illégaux, qui a inspecté, quand, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé, et comment ils ont inspecté. Parce que, comme je vous ai expliqué au début, à part l'hygiène de base, les usines doivent appliquer un système de gestion de risque. Ce système de gestion de risque a un acronyme un peu difficile qui s'appelle HACCP. Et les experts connaissent ça.
Dans ce système, les usines sont censées faire une analyse de leurs risques de matières premières, risques de traitement, et de dire comment ils vont gérer ces risques et documenter tout ça. Documenter les risques et documenter les traitements. Et les inspecteurs sont censés d'examiner ces documents. Alors, la question qui se pose, est-ce que les inspecteurs ont examiné ces documents et qu'ils n'ont pas vu les traitements illégaux documentés? Dans ce cas, Nestlé a violé la réglementation pour la gestion de la sécurité des aliments. Ou est-ce qu'ils ont vu et qu'ils n'ont rien dit? On ne sait pas. Donc il y a aussi un flou là-dessus. Vous avez parlé de l'aspect politique, je voulais juste revenir sur ça. Vous dites qu'il y a des enquêtes qui ont été faites pour comprendre comment ça s'était joué, c'est-à-dire est-ce que le gouvernement français aurait protégé Nestlé Waters? C'est à ça que vous faites référence quand vous parlez des enquêtes qui ont eu au niveau politique? Déjà, l'enquête sénatoriale montre que les autorités françaises ont essayé de couvrir un petit peu l'affaire et qui n'ont pas été transparentes. Parce que c'est pas seulement Nestlé qui n'a pas été transparent, mais même les autorités n'ont pas été transparents avec les consommateurs. Parce que depuis quelques années, ils savaient que il y avait des traitements illégaux et qu'ils n'ont pas communiqué ça aux consommateurs. Et ça, c'est grave aussi de la part des autorités. Et c'est comme si on n'a rien appris de nos crises, parce que suite à la crise de la vache folle et d'autres crises aussi, dioxines et autres, on sait que la transparence, c'est un pilier de la gestion de la sécurité des aliments et que tôt et tard, la vérité serait connue. Et si on cache ça aux consommateurs, l'impact serait plus grave. Le fait que les autorités ont couvert Nestlé, ça c'est clair, c'est même l'enquête sénatoriale qui le montre. Seulement que je pense que cette connivence entre les autorités et Nestlé, c'est bien plus large que l'affaire Nestlé Waters. Vous pensez? Oui, parce que depuis des années, au moins depuis 2014, j'essaie d'alerter les autorités françaises qu'il y a des problèmes dans la gestion de la sécurité des aliments, dans la gestion des alertes au sein de Nestlé, et les autorités françaises n'ont donné aucune suite. Quand j'écris à la ministre de la Santé, Madame Marisol Touraine, en 2016, excusez-moi, elle n'a pas répondu à ma lettre. Puis en 2020, de nouveau, je fais un long rapport à la commission d'alerte en santé publique et environnement. Et il n'y a eu aucune suite. Et quand je leur demande de publier mon rapport et la transcription de mon audition, pour dire qu'il y a eu une audition quand même, et la commission ne l'a pas fait. Donc on n'a pas rapporté mes alertes. Et puis en 2023, de nouveau, je rapporte aux autorités françaises que le système d'alerte de Nestlé ne fonctionne pas. Et quand le système d'alerte ne fonctionne pas, les conséquences ce n'est pas seulement dans le domaine de sécurité des aliments, ça peut être environnement, droits humains, ça peut être n'importe où, finances. Et de nouveau, je rapporte en 2023 que le système d'alerte de Nestlé ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui se passe? Ma lettre circule pendant toute une année entre 4 et 5 autorités pour finalement me dire, il n'y a pas assez d'informations. Mais vous avez toute une année pour me demander plus d'informations, pour m'auditionner, pour me demander plus de preuves. C'était une première lettre d'introduction. C'est comme s'il n'y a pas la volonté de savoir. Et pour cette raison-là, je pense que la connivence entre les autorités et Nestlé, c'est bien plus que cette affaire de Nestlé Waters. Et même suite à la publication de ce livre et tous les
interviews que j'ai eues avec France Inter, la radio-télévision suisse, avec vous et d'autres, les autorités ne réagissent pas encore. Mais quel intérêt aurait le gouvernement français, quel intérêt auraient les autorités à ne pas intervenir sur la question de la sécurité de leurs propres citoyens? Est-ce que vous avez une idée? À qui profite ce crime? Il peut y avoir différentes explications. Peut-être la pression, la peur de perdre des emplois, le lobby, la connivence, le copinage. Je ne sais pas. Justement, ce sont des questions que vous devez poser aux autorités françaises et même aux autorités suisses. Parce que, par exemple, prenons le cas de harcèlement que les lanceurs d'alerte subissent. Pourquoi en Suisse, on tolère le harcèlement? Il n'y a pas de sanctions des employeurs qui harcèlent leurs employés. Moi, j'ai prouvé mon harcèlement au tribunal. Le tribunal reconnaît qu'il y a eu harcèlement, qu'on a brisé ma carrière, que ma souffrance était intense et de longue durée. On condamne Nestlé avec les mots les plus durs. Mais il n'y a pas de sanction pour ces personnes. Et les gens qui ont menti au tribunal sont promus. Les personnes qui m'ont harcelé, qui font partie de la direction de Nestlé, ils ont continué à travailler, à retoucher leur bonus, à être promus. Monsieur Paul Bulke, le PDG de Nestlé, qui m'a licencié en violation avec le code de business de Nestlé, il est devenu le président du conseil d'administration. Ils ont été tous promus alors qu'ils étaient tous impliqués dans mon harcèlement. C'était suite à une lettre à la direction de Nestlé, au PDG de Nestlé, qu'on m'a licencié sans me recevoir. Et puis de nouveau, j'ai écrit une lettre au président du conseil d'administration, monsieur Peter Brabeck, pour être reçu, pour que je lui explique ce qui se passe au sein de Nestlé. Et il a refusé de me voir. Pourquoi on refuse de me voir? Pourquoi on refuse de m'entendre? Parce qu'ils savent qu'il y a de la corruption au sein de Nestlé et ils veulent pas corriger. Parce que tout ce qui compte, c'est la performance financière. Et d'ailleurs, que ce soit mon harcèlement, leur condamnation, l'affaire de Buitoni ou l'affaire de l'eau, n'est pas rapporté dans leur rapport annuel à l'Assemblée générale. Pourquoi pas? Si la sécurité des aliments est si importante, pourquoi on n'en parle pas? Oui, c'est en tout cas très impressionnant tout ce que vous décrivez dans votre ouvrage. C'est prenant, c'est très touchant. Vous décrivez des méthodes de mise au placard, d'isolement, des tentatives de déstabilisation psychologique desquelles vous avez été victime. Est-ce que vous pensez qu'il y a une stratégie délibérée au sein des grandes multinationales comme Nestlé pour faire taire justement les lanceurs d'alerte comme vous? Oui, absolument. Je pense la façon dont on m'a traité, il y avait deux buts. Un, c'était pour me mener au suicide. Et si pas suicide, me détruire de façon que peut-être je réagis mal et que je me autodiscrédite. C'est-à-dire, soit je fasse un suicide professionnel, soit vraiment me suicider. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Suisse, vous pouvez licencier une personne moyennement 3 mois de salaire. Alors que Nestlé, en me licenciant, il me donnait une année de salaire. Alors, pourquoi me harceler? Si vous voulez me harceler, si vous voulez pas de moi, vous pouvez me licencier. Pourquoi me harceler si vous pouvez licencier la personne? Il n'y a pas de raison de harceler les employés en Suisse. Sinon, c'est pour les détruire. D'un côté, détruire la personne qui ose dire les choses, de donner l'alerte, et de la même façon,
décourager les autres employés de parler pour montrer voilà ce qui vous arrive. Si vous dites quoi que ce soit. Et c'est comme ça que 5000 experts de sécurité des aliments chez Nestlé, c'est ce qu'ils disent. Ils disent 6000 en fait. 5 et 6000 experts de sécurité des aliments qui m'ont certainement connu et qui ont vu ce qui m'arrive, ils ont tous gardé le silence. Alors que le tribunal dit que c'était un harcèlement dur, intense, de longue durée. Ils ont tous vu ça et ils ont gardé le silence. Ça fait froid au dos. De voir non seulement mon harcèlement, mais toutes les bêtises que mon chef faisait, que tout le monde venait me parler derrière les portes fermées ou dans le corridor. J'espère que tu gagnes parce que le bon doit gagner. Oh, on voit ce qui arrive à ceux qui ont le courage. Il me disait tout ça et il y a le secrétaire de département qui m'a même donné une statue de 3 singes que on voit rien, on n'entend rien, on se tait. Voilà, ça c'est la culture Nestlé et ils ont rien dit. Sauf une personne, un membre de mon équipe, qui est venu au tribunal et qui a dit « Oui, Yasmine a subi le pire des harcèlements que j'aurais jamais pu supporter et que j'ai honte de dire que j'y ai même participé. » Alors oui, ça existe aussi des personnes correctes comme ça, mais ils sont rares. Aussi rares que les lanceurs d'alerte. Ouais, la plupart des salariés, si je comprends bien, selon ce que j'ai lu dans votre ouvrage, ont peur finalement de prendre la parole, ont peur de dire ce qu'ils pensent réellement, voilà, en lien avec leur emploi, voilà. La peur de perdre leur emploi, leur sécurité financière. Voilà, ils ont peur, oui. Et vous dites également que les audits externes sont peu rigoureux, voire influencés par l'entreprise elle-même, c'est-à-dire que les personnes qui sont censées apporter un regard sur Nestlé sont eux-mêmes contrôlés par Nestlé. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour changer cette culture d'entreprise, pour que la parole se libère davantage? Il faut que les employés aient confiance dans la direction. Il faut que la direction se conforme à sa propre politique. Et dans mon cas, où on voit que la direction a participé dans mon harcèlement et a fait une enquête bidon en ce qui concerne mon harcèlement et n'a pas fait d'audit ou d'enquête dans le domaine de la sécurité des aliments, on voit qu'avec cette façon de faire, la direction se discrédite et les employés ne peuvent pas avoir confiance dans la direction. Il faut que déjà le système d'alerte, d'audit et les enquêtes des incidents soient séparés de la gestion de la sécurité des aliments. Une structure séparée, dirigée par des personnes qui ont de l'éthique, de courage et qui rapportent au conseil d'administration, et que les membres de la direction qui violent leur propre politique, qu'ils soient sanctionnés en personne pour augmenter la confiance des employés dans la direction. À présent, on voit à plusieurs reprises les membres de la direction de Nestlé ont violé leur code, parce que nous avons dans leur code de business de Nestlé, c'est marqué que s'il y a des problèmes rapportés, il y aura des enquêtes indépendantes, il n'y aura pas de représailles, vous pouvez même écrire au PDG, et après c'est marqué que la fraude c'est interdit. Tout ça a été violé par la direction de Nestlé. Et pourtant, il n'y a aucune sanction. Monsieur Paul Bulquet, il est toujours à sa place.
Monsieur Schneider, qui était là pendant les fraudes et à qui j'ai aussi écrit, n'a pas été sanctionné. Quand il y a sanction, on demande, par exemple dans le cas de Nestlé Water ou même dans mon cas, dans le cas de Nestlé Water, 2-3 millions, alors qu'ils disent 3 milliards c'était le montant de fraude, 3 milliards, fraude aux consommateurs. Alors, Nestlé est sanctionné pour 2 ou 3 millions. Qu'est-ce que c'est 2 ou 3 millions pour 3 milliards? Et qui paye ça? C'est pas les personnes qui ont pris ces décisions. Soit c'est les assurances, soit c'est dans le calcul du business, frais du business. Donc, c'est comme une mouche qui pique un éléphant. C'est rien du tout. Si, aujourd'hui, Monsieur Paul Bulke, Monsieur Schneider étaient sanctionnés personnellement, qui auraient dû payer de leur poche, aller en prison pour la fraude, alors là, les prochains directeurs généraux, ils changeront de comportement. Aujourd'hui, il n'y a pas de sanction véritable. Monsieur Schneider, le PDG de Nestlé, il est parti, il a quitté l'entreprise avec 9 millions de salaire pour 8 mois. Quelle sanction il a eu pour la fraude de Nestlé Water? Ou pour avoir perduré mon enfer avec le procès, parce qu'en 2017, je lui ai écrit que je voudrais vous briefer, vous informer de ce qui s'est passé. Il n'a pas voulu m'entendre. Le fait qu'ils veulent pas nous entendre, les lanceurs d'alerte, ça aussi c'est grave. Comment on peut s'attendre qu'une entreprise change s'ils ne veulent même pas voir ce qu'ils ont fait de faux? Et ça, vous voyez même dans l'enquête sénatoriale qui a été faite avec Nestlé Water, quand on demande à la directrice générale de Nestlé Water qui a pris ces décisions, la nouvelle directrice, qui a pris ces décisions dans le passé, est-ce qu'ils ont été sanctionnés? Elle dit, je veux pas savoir. On ne sanctionne pas les gens qui violent, qui prennent des risques, ou qui violent la loi. Et on les laisse, et on promeut ces gens-là. Le directeur qui m'a harcelé, c'était la même personne qui avait laissé les enfants s'étouffer avec les biscuits pour bébés et qui par la suite a commis d'autres fautes qui nous a menés dans d'autres incidents. Cette personne, au lieu d'être sanctionné ou recevoir un blâme, il a été promu. On promeut des gens qui prennent des risques au profit du business. Et les gens qui sont honnêtes et professionnels, on les met de côté. Il y a une véritable inversion des valeurs. C'est l'argent avant tout. Et puis la sécurité des êtres humains, des citoyens, elle passe à la trappe. C'est impressionnant. Alors, pour ce qui est de la sécurité, alors je dois aussi dire en défense de Nestlé, c'est que sur papier, Nestlé a de très bonnes politiques, elle se présente très bien, et qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se font. Tout n'est pas mauvais chez Nestlé. Bien sûr, ouais. Tout n'est pas mauvais, non, loin de là. Et nous avons un bon système de gestion de sécurité des aliments en général dans le monde, et que quand on applique ça, ça marche bien. C'est comme ça que la plupart des produits sont sûrs. Sauf qu'il y a des failles. Alors, les responsables de sécurité des aliments, comme moi, nous sommes censés de chercher ces failles et de remédier à ces failles. Mais l'approche Nestlé, c'est que si ces failles on peut les mettre sous le tapis,
on s'en fout. Si c'est juste un consommateur ou deux qui seront lésés ou on peut mettre la faute sur les consommateurs, on s'en fout. Vous voyez, c'est cette approche-là. On gère la sécurité des aliments d'une façon approximative. Vous citez Victor Hugo dans votre livre en lien justement avec le harcèlement duquel vous avez été victime. Pour illustrer les souffrances collatérales de votre combat, vous parlez du poids porté par votre famille. Victor Hugo dit « En le tuant, vous décapitez toute sa famille ». Vous évoquez également dans votre ouvrage la lettre bouleversante de votre fils qui vous a appelé sa super maman qui assure malgré les années de chaos. Je pense que ça a été très difficile pour vous et votre famille de passer à travers toutes ces épreuves. Comment, dans un tel effondrement, le harcèlement, la pression du tribunal, votre famille, est-ce qu'elle a trouvé la force de tenir? Comment est-ce que vous avez trouvé la force de tenir? Je peux dire que malheureusement, il y a eu beaucoup de dégâts pour mon fils. Il a été très très affecté parce que déjà, il voyait combien j'étais dédiée à mon travail. Et il disait souvent que tu aimes ton travail plus que moi. Ça, c'était son impression. C'était pas vrai, mais c'était l'impression qu'il avait. Vous voulez aussi sortir le dessin de votre fils pour que je le mette dans le... Oui. C'est là où je dis, c'est à cette époque, mon fils dit que tu aimes ton travail plus que moi et que tout ce qui comptait dans ma vie, c'était ma famille et mon travail. Puis après, quand il a vu ce qu'il m'arrive, il a compris que malgré toutes les études que j'avais faites, tout le travail que je faisais, malgré tout le dévouement que j'avais pour mon travail, voilà comment je suis remerciée et traitée. Ça l'a tellement affecté, je pense, que il a quitté l'université d'abord en 3e année de médecine et puis après de nouveau en 5e année de médecine. Donc sa carrière a été touchée. Donc je peux pas dire que il a vraiment tenu le coup et il a passé par des périodes très difficiles avec des idées noires. En ce qui me concerne, moi aussi, j'ai eu des idées noires. Ce qui m'a aidé à tenir, c'était d'un côté que je considérais que malgré tout ce qui m'arrivait, j'étais une personne qui a eu beaucoup de chance dans ma vie parce que j'avais eu une très bonne famille qui m'a donné beaucoup d'amour. Et je pensais toujours à l'amour que j'ai reçu dans mon enfance. Par là, je veux dire que c'est tellement important l'amour qu'on donne à nos enfants, parce que c'est cet amour-là qui va les aider à tenir devant les adversités de la vie. Et ça m'a donné beaucoup de force quand j'ai pensé à ma famille et l'amour que ma famille m'a donné. Et que j'étais toujours aimée par ma famille. C'était la force que j'ai eue. Et puis, c'était la passion de mon travail. J'avais vraiment une passion pour mon travail. Et je me suis dit, même si on prend mon job, mon travail, mais je garde ma profession. Je garderai ma profession. Et ça, c'était quelque chose que j'ai reçu de mon père. Si je peux raconter une anecdote de mon père, c'est que il était chef de clinique, chef de l'hôpital dans l'armée iranienne. Et un jour, le roi d'Iran, il rend visite à l'hôpital et il demande à mon père qu'est-ce que vous avez besoin, et mon père dit j'ai besoin des infirmières qualifiées. Exactement comme chez Nestlé, qu'il n'aimait pas quand je disais que j'ai besoin de plus de ressources. Les généraux n'ont pas aimé ça du tout, que mon père demandait plus de ressources, et ils l'ont réprimandé. Et là, mon père leur répond que vous pouvez prendre mes galons. Moi, je vais rester médecin quand même et je vais continuer ma profession en tant que médecin.
Et cette histoire qu'on m'a racontée, c'était resté dans ma tête. Et quand on m'a pris mon poste chez Nestlé, j'ai dit, bon, je reste une professionnelle de sécurité des aliments, de santé publique, et je vais œuvrer dans cette direction, malgré tout. Et voilà. Oui, oui, vous dites, on m'a pris mon travail, mais pas ma vocation, et je pense que c'est ça aussi qui vous a poussé à écrire un livre, à continuer à œuvrer pour la sécurité des aliments, malgré le fait qu'on vous a retiré votre poste de directrice de la sécurité des aliments. Voilà. Alors, le livre, il y avait différentes raisons. D'abord, je souhaite saluer Bernard Nicolas, le journaliste, qui est venu vers moi pour dire que quand il a appris mon histoire, il a dit mais ça doit faire l'objet d'un livre. C'est lui qui est venu vers moi. Je souhaite aussi saluer la maison d'édition Robert Laffont, parce que dans de nombreuses maisons d'édition, ils n'ont pas voulu publier mon histoire, et on a toujours voulu me censurer, et ça demande beaucoup de courage de la maison d'édition Robert Laffont de publier le livre. Alors je voudrais à cette occasion de les remercier. Mais de ma part, bon, il y avait aussi 2 raisons. Une première raison, c'est que malgré que le tribunal avait condamné Nestlé n'a pas reconnu le jugement du tribunal et n'a pas reconnu qu'ils ont commis des fautes, et ils n'ont pas voulu rentrer en matière pour discuter quels étaient les problèmes qui se sont passés pour améliorer la gestion de la sécurité des aliments. Et ça, je trouvais totalement inacceptable. Et deuxièmement, les autorités à qui j'avais rapporté le problème n'ont pas voulu donner suite. Alors je me suis dit que je dois me retourner vers le public maintenant et mettre les points sur les i et expliquer les choses comme ils sont, parce que quand on donne des petites interviews, ce sont des petits événements, on voit pas l'envergure de problème, que c'était pas juste une affaire de biscuits pour bébé, c'était pas juste l'affaire de mélamine, pas de vitamines ou ceci et cela, que c'était une accumulation de tant d'années de mauvaise gestion que j'avais observée, qui faisait que je voulais hurler. Je voulais hurler de ce que j'avais vu, et que je trouvais que l'ARS, alors j'avais découvert que il n'y avait pas que seulement la gestion de la sécurité des aliments, mais qu'il y a le harcèlement, que ça aussi c'est un problème de santé publique qui affecte la sécurité des aliments. Et il y avait le système d'alerte qui ne fonctionne pas, qui affecte aussi la sécurité des aliments. Donc j'étais face à 3 problèmes de santé publique, 3 grands problèmes de violation de nos codes. Et ça, pour moi, c'était trop gros. Trop gros. Il fallait que je m'explique à travers un livre. Mmh. Oui, vous dites également que la victoire judiciaire, parce que c'est vous qui avez remporté le procès finalement, mais ça ne vous suffit pas. Vous remportez en 2020 votre procès contre Nestlé après 10 ans d'un combat judiciaire éprouvant. La justice suisse reconnaît que vous avez été victime de harcèlement moral en raison de vos alertes répétées sur des risques graves liés à la sécurité des aliments. Et pourtant, vous dites que cette victoire vous laisse un goût amer. Vous n'êtes pas satisfaite des conclusions en fait qui ont été tirées. C'est aussi pour ça que vous avez décidé d'aller plus loin en écrivant un livre et que vous continuez aujourd'hui encore à parler de ce que vous avez vécu, de cet inversement des valeurs dans les médias pour faire connaître la réalité. C'est correct. Je le dis, c'est une victoire amère. Oui, gagner contre Nestlé, c'est pas une petite chose. C'était énorme. Surtout que je faisais face non seulement à Nestlé, mais même la politique suisse qui soutenait Nestlé, et aussi l'avocat de Nestlé qui est un grand professeur de droit de travail à l'université de Lausanne. Donc je gagne aussi contre lui.
et moi, franchement, je déplore que un professeur d'université vient au tribunal et il nie le harcèlement, alors qu'il doit être le premier à dénoncer le harcèlement. Ça aussi, ça m'a beaucoup choqué. Donc, c'est pas peu de choses. Je veux pas diminuer l'importance de cette victoire, mais mon objectif dans la vie, c'était pas de me faire harceler et d'essayer de prouver que je dis la vérité et qu'il y a eu harcèlement. Mon objectif dans la vie, c'était d'améliorer la sécurité des aliments, de gérer la sécurité des aliments chez Nestlé d'une façon professionnelle pour que je sois un modèle pour tous les employés, pour le monde entier, parce que Nestlé, c'est une des plus grosses entreprises alimentaires du monde, et nous devons être le modèle pour le monde. Et moi, en tant que responsable de sécurité des aliments, je dois être le modèle pour tout le monde. Et là, je ne suis pas arrivée à faire mon travail. Et puis après, c'est une victoire amère parce que Nestlé ne reconnaît pas. Ils veulent toujours pas voir ce qu'ils ont fait de mal, même avec le nouveau PDG de Nestlé, Monsieur Laurent Frey, il veut pas me recevoir et discuter. Ça, c'est la moindre des choses, je pense. Et deuxièmement, c'est que les autorités n'ont rien voulu changer, n'ont rien voulu entendre et corriger. Pour moi, donc, la bataille continue. La bataille continue jusqu'à ce que on prenne conscience qu'il y a des choses qui vont mal et qu'il faut apporter des changements. Parce que une fois que parce que vous comprenez que j'ai passé 25 ans de ma vie, à part les années à l'OMS et avant, mais chez Nestlé, avec Nestlé, j'ai passé 25 ans de ma vie à me battre pour améliorer la sécurité des aliments. Et je suis arrivée encore à nulle part. C'est très amer pour moi. Très amer. Quand vous vous battez et que vous êtes toujours au stade zéro. Aucun changement. Aucune leçon pour l'avenir. La seule chose que je reçois, c'est qu'il y a des individus, d'autres employés lésés, qui disent que nous sommes inspirés de ton expérience pour nous battre. C'est très bien, mais j'ai peur pour eux, parce que le système va les écraser. Je veux pas les encourager avec mon histoire parce que j'ai gagné, les lancer sur ce chemin. J'ai peur pour eux. Je peux pas leur recommander de me suivre dans ce que j'ai fait, parce que j'ai détruit ma vie, j'ai détruit la vie de mon fils, et j'ai perdu mes amis, j'ai perdu ma vie sociale, parce que très souvent, j'avais pas la force de voir mes amis, soit j'étais déprimée, soit j'avais pas le temps, soit j'étais fatiguée, soit ils me comprenaient pas, qu'ils voulaient que je laisse tomber, et ça me fâchait. C'est pas que j'ai dû me battre seulement contre Nestlé, mais j'ai dû aussi me battre contre mes amis et ma famille qui voulaient que je laisse tomber, que je fasse un accord à l'amiable, que je vende mon silence. Et vendre votre silence, c'est-à-dire récupérer l'argent proposé par Nestlé et puis vous taire. Exactement. Et c'est ce que Nestlé voulait aussi. Nestlé m'a proposé ça aussi. Et j'ai dit non. Tant que vous voulez pas reconnaître que vous avez commis des fautes, et quelles sont ces fautes, à ne pas répéter, comment corriger la situation, moi je peux pas prendre l'argent. Sinon, non seulement je perds le sens de ma vie, parce que me battre, c'était le sens de ma vie. Non seulement je perds le sens de ma vie, mais je discrédite même le lanceur d'alerte, le concept de lanceur d'alerte. Parce que si un lanceur d'alerte, après s'être battu 10 ans, vient prendre de l'argent et se tait,
ben, ce n'est plus un lanceur d'alerte. Alors, on m'avait donné un prix au Parlement européen, le prix des lanceurs d'alerte. Alors, comment maintenant je peux recevoir un prix et après prendre de l'argent et me taire? Moi, j'ai senti, on m'avait déjà détruit en tant qu'expert de sécurité des aliments parce qu'on m'avait discrédité, non seulement en interne chez Nestlé, mais dans le monde. On m'avait discrédité. Mais maintenant que je me relève en tant que lanceuse d'alerte, mais là, on cherche de nouveau à me discréditer en tant que lanceuse d'alerte. Vous comprenez? Et essayer de dire que tout ça elle fait pour de l'argent, qu'elle n'a pas de valeur. Non, moi j'ai mes principes, j'ai mes valeurs et je me bats jusqu'à la mort pour mes valeurs. C'est un combat pour la justice qui est inspirant. Je pense que votre ouvrage va bien au-delà de la sécurité des citoyens, la sécurité des aliments, mais c'est quelque chose qui appelle justement un retour des valeurs. Et ça, c'est important. C'est votre combat pour la justice. Vous appelez en fait la société à vous suivre dans ce combat, je crois. Tout à fait. Tout d'abord, ce qui se passe, ce que je raconte dans ce livre, ce sont que des exemples. Quelques exemples, parce que sinon le livre sera beaucoup plus gros et personne ne va le lire. Mais je raconte quelques incidents qui sont des exemples de dysfonctionnements qui se sont passés chez Nestlé. Et puis, je parle pas seulement de Nestlé, mais comment une mère seule, un parent seul, doit gérer sa famille, en même temps se battre. Comment la justice fonctionne, ou plutôt dysfonctionne. Je rapporte aussi comment le harcèlement a lieu pour que s'il y a d'autres employés qui subissent un traitement comme ça, qui comprennent qu'ils sont sous harcèlement. Donc, et puis après, ce qui se passe ici, bon, c'est dans le cas de produits alimentaires, mais le principe s'applique aussi pour les produits pharmaceutiques, chimiques, toute entreprise. Ce sont attirés pour tous les secteurs de business à risque. Et j'espère qu'elle peut servir aux autorités d'analyser, décortiquer ce qui s'est passé ici dans cette histoire et de rapporter des changements pour que ça se répète pas pour d'autres employés. Et je crois que ça va aussi au-delà de la sécurité la sécurité alimentaire des citoyens, parce que des enquêtes ont révélé que des produits Nestlé comme des peluches de lapin Nesquik avaient été fabriqués à la main dans des camps de travail chinois, donc les laogai, par des prisonniers de conscience. Donc c'est des gens, on le sait, qui sont enfermés pour leurs convictions spirituelles ou politiques et sont forcés de travailler dans des conditions déplorables. C'est impressionnant de se dire qu'une multinationale comme Nestlé entretient des liens avec le système carcéral chinois. Ça vous surprend quand on tombe sur ce genre d'informations dans les médias? Ça ne me surprend pas. C'est possible. Mais je dirais que Nestlé commande ses matières premières ou les matières promotionnelles. Parfois, ils vont pas vérifier comment les fournisseurs obtiennent cette matière première ou les objets promotionnels. Ils ne regardent pas ça. Ils vont pas très loin dans la recherche. Alors, je peux pas savoir si Nestlé savait et qu'ils ont fermé les yeux ou ils savaient pas. Je peux pas dire ça. Mais même s'ils savaient qu'ils l'ont laissé faire, ça m'étonne pas. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, parce que quand au niveau des opérations, il y avait des conflits, différentes opinions, on faisait remonter l'affaire au centre pour nous de juger et donner les directives.
on nous a apporté une glace où on avait changé le bâtonnet avec un bâtonnet en verre qui contenait une substance qui changeait de couleur. C'était juste pour amuser les enfants. Mais vous vous rendez compte de mettre du verre dans la bouche des enfants? Et évidemment, notre département a mis le veto sur ce produit. Et plus tard, j'étais dans un atelier, dans un cours de formation, et où il y avait les responsables de développement de produits de classe. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé par votre tête de concevoir un tel produit où vous changez le bâtonnet de bois en bâtonnet en verre? Vous pensez pas que c'est dangereux pour les enfants? Alors il y a un des participants qui lève la main et il me dit, vous savez, ça se fait chez Nestlé Mexique. Et il y en a beaucoup de nombreuses personnes qui se sont opposées à ce produit, mais qui ont été virées. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que directrice de la sécurité des aliments si vous recevez de telles menaces? Alors justement, oui. Alors quand il m'a dit ça, alors je lui ai dit, peu importe si vous vous faites virer ou harceler, vous devez défendre l'intérêt des consommateurs. Et plus tard, quand je me faisais harceler et que je devais décider jusqu'où je dois me battre, c'est à ça que je pensais. Je me suis dit, comment puis-je demander aux employés de se battre pour la sécurité si moi je le fais pas? Et c'est ça qui m'a donné la force. C'est ça qui m'a donné l'envie d'être l'exemple pour les employés. Parce que je me suis dit, toutes les questions techniques sur les bactéries, contaminants chimiques et tout ça, il y a plein de scientifiques qui connaissent toutes ces informations et qui peuvent faire le travail. Moi, mon travail, c'est d'être l'exemple. Et c'est ce que j'avais envie d'être. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être l'exemple pour tous les employés, pour qu'ils protègent les consommateurs, quel que soit le secteur. Sauf qu'en même temps, je sais pas quoi leur dire parce que notre système ne les soutient pas. À quoi bon donner l'alerte si les autorités ne donnent pas suite? Alors c'est ce que je dis aux employés. Vous voulez porter plainte? Vous voulez donner l'alerte? Je vous dis pas non, faites-le. Mais ne comptez pas que les autorités vont donner suite. Peut-être, parfois elles le feront, parfois elles le feront pas. Ça dépend. Si c'est des questions de l'argent, comme les alertes financières, là ils vont peut-être donner suite parce que oui, ils peuvent récolter de l'argent. Mais quand c'est d'autres problèmes, la sécurité des aliments n'est pas leur priorité. J'ai pas parlé vraiment du système judiciaire, mais un grand dysfonctionnement dans notre système, c'est le système judiciaire. Parce que qui a les moyens de porter plainte contre une multinationale pendant 12 ans et se battre? Et alors que ils ont accès à tous les employés pour qu'ils viennent mentir au tribunal et que ces employés mentent au tribunal et reçoivent aucune sanction. C'est ce que j'ai vécu. Oui, vous dites d'ailleurs que la plupart des gens, voilà, en coulisses, vous soutenaient, mais quand il s'agissait de prendre la parole, c'est trop difficile. On est dans un climat où les valeurs ont tellement été inversées, on est habitué justement à cette course pour le profit, et parfois il vaut mieux se taire que de révéler l'ampleur. Mais en fait, c'est bien, même pire que ça. Parce qu'encore, les employés de Nestlé, je peux les pardonner, je peux les comprendre. Même si certains étaient mes amis et qui ont menti au tribunal. Mais moi, ce qui me donne froid au dos, c'est que
Moi, je connaissais des centaines de personnes à travers le monde par ma fonction à l'OMS. Mais même quand j'étais chez Nestlé, je collaborais avec des experts dans le monde entier. Je connaissais des centaines de personnes, sinon milliers. Et d'un jour à l'autre, je disparais et personne ne se demande qu'est-ce qu'est devenu Yasmine. Quelle était son expérience? Parce qu'en tant que directrice sécurité de Nestlé, j'étais connue pour beaucoup de gens. Mais personne ne vient me demander, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Quelle est ton expérience? Et pire, quand je raconte mon expérience sur les réseaux sociaux ou à travers des reportages comme le vôtre, je ne reçois presque aucune, sauf quelques exceptions, de questions de la part des professionnels de sécurité des aliments, des autres entreprises, ou dans le secteur santé publique, de l'OMS, qui viennent me dire, mais quelle était ton expérience? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Il y a une omerta totale dans tous les secteurs alimentaires. Vous dites que même les ONG Food Watch, vous en parliez tout à l'heure, sont réticents à vous donner la parole, à vous questionner par rapport à ça. Food Watch aussi ne m'a pas questionné comme vous le faites. Les syndicats non plus, pour la question de harcèlement. Ils n'ont pas voulu faire le moindre effort pour prévenir le harcèlement des employés ou des lanceurs d'alerte. Alors qu'on voit avec l'affaire Buitoni, l'affaire de Perrier, que quand il y a des problèmes, ce sont les employés qui perdent leur travail. Maintenant, Perrier, tout le monde a peur que les employés de Perrier perdent leur travail. Donc, la gestion de la sécurité des aliments a des conséquences aussi sur l'emploi. Alors, les médias professionnels, vous savez, il y a les médias techniques et scientifiques, parce que les journalistes des médias techniques et scientifiques, eux, ils comprennent quand je parle système de gestion des risques, HACCP, ils comprennent de quoi je parle. Et les fautes que je rapporte sur le plan technique et scientifique, ils comprennent. Mais il y a aucun article. Il y a aucun article sur la fraude de Nestlé Water dans les journaux techniques et scientifiques, à ma connaissance. Et pourquoi pas? C'est s'attaquer à un empire, finalement, hein. C'est bien ce que dit le titre de l'ouvrage, ce que l'empire Nestlé vous cache. Oui, mais vous savez, Nestlé est un empire, pas parce qu'il a déclaré que je suis un empire, parce que c'est nous les consommateurs qui nous donnons ce pouvoir à Nestlé. Nous, les consommateurs, en nous taisant, en achetant leurs produits, nous donnons ce pouvoir à Nestlé. Quand on ne demande pas, il n'y a pas de pétition pour que monsieur Paul Bulquet descende de son piédestal. C'est nous, par notre silence, que nous donnons ce pouvoir à Nestlé. Vous savez, il y a cette loi secret des affaires et qu'on n'a pas le droit de rapporter ce qui se passe au sein des entreprises. Mais j'estime que tout ce qui se passe en relation avec la gestion de la sécurité des aliments ne doit pas tomber sous cette loi et que les consommateurs ont le droit, doivent demander le droit de savoir comment la sécurité des aliments est gérée au sein des entreprises, parce qu'il s'agit de leur santé. Si ils peuvent pas être informés, ils peuvent pas avoir confiance que ce qu'ils mangent est sûr ou pas. Alors, je suis très intéressée de savoir, étant donné que Nestlé dit, on a fait tout juste, c'est la faute de Madame Otarjemi. Alors, qu'est-ce que les consommateurs pensent? En tout cas, oui, moi aussi, je serais curieuse de savoir ce que les consommateurs pensent de votre ouvrage. L'occasion leur est donnée ici sur NTD de
prendre contact avec vous, de se procurer ce que l'Empire Nestlé vous cache aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup pour cet entretien passionnant, très riche, cet appel à une prise de conscience et à un renversement des valeurs au sein des entreprises agroalimentaires. Et j'espère à tout bientôt pour... C'est moi qui vous remercie infiniment pour les excellentes questions que vous avez posées. Merci.